c'est ok, je le ferai plus tard, je verrai bien, j'ai encore du temps. Si ça, c'est des phrases que tu te répètes souvent, c'est peut-être le signe que tu procrastines plus que tu ne le crois. Comment arrêter de procrastiner? C'est la question qui revient dans des milliers de vidéos, des articles, des conférences TED ou encore des threads Twitter. Et moi, je sais que je suis tombée plusieurs fois sur ces threads Twitter où on est censé m'expliquer comment arrêter de procrastiner. Et j'ai fini par tous les mettre dans mes signets sans jamais revenir dessus, sans jamais les lire. C'est mon cas et peut-être que c'est ton cas aussi. En bref, on consomme beaucoup de contenu sur le sujet sans vraiment comprendre pourquoi on procrastine. Et c'est pourtant la toute première étape pour arrêter. Parce que les gens sont forts pour vous dire oui, pour arrêter de procrastiner, il faut planifier, il faut visualiser ce qu'on doit faire, il faut faire des to-do list, etc. Mais il n'y a personne pour vous expliquer pourquoi vous procrastinez. Et justement, c'est l'épisode de la semaine dernière, c'est la partie 1, j'en avais déjà parlé. On était revenu justement sur les raisons de la procrastination. Donc on va revoir ensemble quelques points, mais je t'invite quand même à aller écouter l'épisode de la semaine dernière. Très souvent, la procrastination, elle prend ses racines dans l'enfance. En fait, ça va venir se construire et s'ancrer à travers des épisodes qui peuvent être des traumatismes. Rappelez-vous, je vous avais partagé deux types de traumatismes. Il y a les traumas majeurs et les traumas mineurs. Les traumatismes majeurs, c'est quand notre vie a été en danger, qu'on a vécu par exemple des accidents ou des agressions. Les traumatismes mineurs, c'est des moments où notre vie n'a pas été mise en danger, mais c'est quand même des moments qui ont été marquants. Ils ont été marquants émotionnellement. Par exemple, dans ton enfance ou dans ton adolescence, tu t'es senti ridiculisé, on t'a jugé, ou t'as senti que ce que tu faisais, c'était jamais assez. Et en fait, en grandissant, ces expériences, elles vont se transformer en peur. On va adopter des comportements d'évitement face aux challenges, face à certains défis, pour ne pas revivre ces sensations ou ces sentiments, ces émotions négatives. Et rappelez-vous, je vous avais donné l'exemple de l'enfant qui avait présenté un projet, un cadeau, peu importe, à son entourage, à ses parents par exemple, et c'est un projet dont il était extrêmement fier, voilà, ça lui tenait à cœur, sauf qu'il a été moqué. Il a été moqué par son entourage, et sur le moment, on se dit ouais, mais c'est pas si grave que ça, alors que pas du tout. Parce qu'en fait, à l'âge adulte, il peut se mettre à redouter de présenter certains de ses projets par peur de revivre la même chose, et donc du coup, il finit par tout repousser. C'est là ce comportement d'évitement qui apparaît. C'est-à-dire que même si c'est une personne qui est hyper créative, quelqu'un qui aime entreprendre, qui aime créer, il va avoir des idées de projets et tout, mais il va laisser ça sur le côté, ou il va travailler dessus, mais pas de manière régulière, parce qu'il va avoir peur de ce que les autres personnes vont penser, par exemple. Là, c'est un exemple que je vous donne, mais en fait, ces situations, elles reposent sur plusieurs peurs. Il y a plusieurs raisons derrière. La peur la plus commune, qui revient très souvent dans le sujet de la procrastination, c'est la peur de l'échec. La peur de l'échec, les amis, c'est réel. C'est ce truc-là où tu te dis, je suis dans ma zone de confort, je décide de pas trop avancer, pas prendre de risques, parce que tu as peur de rater. Voilà. On va également avoir la peur du succès. Alors même si c'est un peu plus rare, on entend moins parler, c'est quelque chose qui est réel aussi. La peur du succès, en fait, c'est une peur qui va concerner toutes les responsabilités et tous les changements que le succès peut apporter à ta vie. Pareil, t'es un peu dans ce truc-là où tu restes dans ta zone de confort. On va également avoir le manque d'estime de soi. Donc c'est ce truc-là où tu te dis je suis pas capable de faire, je suis pas capable d'entreprendre, je suis pas capable. Et le dernier point qui est la mauvaise gestion du temps. On t'a pas appris à t'organiser, on t'a pas appris à planifier par exemple. La première étape pour arrêter de procrastiner, du coup, c'est de comprendre d'où est-ce que ça vient. Va falloir se poser 2 secondes et apprendre à se connaître. Verbaliser ses peurs. Parce que c'est beaucoup de trucs qu'on stocke dans le cerveau sans trop en parler en fait. Donc tu verbalises, t'en parles, identifier les traumatismes. Là, je vous demande pas de rentrer dans une sorte de psychanalyse et de vous auto-diagnostiquer, mais il y a des choses qu'on a pu vivre par exemple dans notre enfance ou dans notre adolescence qui ont été marquantes. Et également observer l'influence de notre entourage, de nos parents sur nous et notamment dans notre enfance. Il y a également la question des traumas intergénérationnels qui entrent en jeu, donc analyser certains comportements de nos parents et ce qu'on a pu hériter d'eux. Première étape, on essaie de comprendre d'où est-ce que ça vient. Deuxième étape, on va se mettre à écrire. Une des meilleures techniques pour comprendre d'où viennent nos peurs, c'est le journaling. Écrire ses émotions, écrire ses peurs et les défis auxquels on fait face, ça peut nous aider à rationaliser tout ça. Je vous ai déjà fait un épisode sur les bienfaits de l'écriture. Écrire nos peurs, ça permet de nous rendre compte à quel point notre cerveau il est créatif de zinzin, genre vraiment il est fort quand il faut créer des scénarios cauchemardesques et inventer des questions, mais surtout ça va te permettre d'être face à tes peurs et de te dire non mais en fait là c'est pas réel tout ça là. Tu te rends compte vraiment que tes peurs sont irrationnelles. Donc c'est une chose à faire et également
noter en fait les choses sur lesquelles on bloque. Par exemple, tu peux avoir plein de choses que tu veux faire dans ta vie, mais ça reste dans un coin de ta tête. Tant que tu les écris pas, ces projets-là par exemple, ils vont pas être réels en fait. Le deuxième point, en vérité le troisième, parce que là je vous ai parlé de comprendre d'où vient notre procrastination, deuxième point l'écriture, et le troisième, du coup on y arrive, la discipline et les habitudes. Une fois que nos peurs ont été identifiées, on va passer à la discipline. Et en vrai, je vais quand même revenir sur ce mot-là parce que on est d'accord, c'est un mot qui est à la mode. C'est un mot qui est à la mode sur voilà, les vidéos YouTube, TikTok, etc. Tous les gens qui sont en mode développement personnel, etc. Ils vous en parlent tous en mode oui, il faut se discipliner si on veut réussir dans cette vie, patati patata. La discipline, c'est quoi? C'est le fait de se fixer des règles et de les respecter, même quand t'en as pas envie. Et surtout, malgré tes peurs. Mais la discipline, ça tombe pas du ciel. C'est pas en te disant ça y est, je vais me discipliner que tu vas réussir. La discipline, ça repose sur la création d'habitudes. Et ces habitudes-là, surtout quand tu procrastines, il faut que ce soit des habitudes qui soient courtes, simples et précises. 3 mots. Fixer de nouvelles habitudes, ça peut être compliqué, mais on va revenir dessus après. Ce qui est important ici, et ce qui va te permettre d'être un peu plus concentré et de même gagner en organisation, c'est que ces habitudes-là, faut pas juste que tu te dises oui, bon bah dans la semaine, faut que je fasse ceci, parce que du coup ça va me permettre d'avancer sur tel projet. Absolument pas. Faut que tu te fixes des horaires précis dans la journée. Ça peut être un truc du style, alors le lundi et le mercredi à 18h, faut que je me mette à faire ça. Faut que j'avance sur telle tâche à 18h et que tu visualises cette tâche-là, c'est important. Tu peux mettre par exemple ton planning en fond d'écran parce que l'une des difficultés dans la vie des procrastinateurs, c'est de ne pas voir le temps passer. Tu vois pas le temps passer et le temps c'est ton pire ennemi. Hein. Parce que toi tu te dis je remets à plus tard, je fais après, j'ai le temps, nanani. Le temps il passe. Le temps il passe, les années passent et à la fin tu te dis purée j'ai rien fait. Donc c'est une des choses qui peut t'aider en fait de visualiser ton planning, que tu écris ça à la main sur un post-it en mode to-do list ou que tu le mets sur ton fond d'écran, c'est important de le faire. Maintenant, au départ ça peut être dur de créer de nouvelles habitudes, mais il faut savoir qu'en vérité c'est un peu plus facile que ce qu'on imagine parce que il faut au cerveau une vingtaine de jours pour pouvoir créer une nouvelle habitude. Les 10 premiers jours où tu vas instaurer cette nouvelle habitude, ça va être difficile. Ton cerveau il va résister, d'accord? Mais en vrai un peu de motivation et t'inquiète ça le fait. Après une vingtaine et une trentaine de jours, ça va devenir beaucoup plus facile. Ça y est, ça va être un peu plus ancré. Et après 60 jours, on dit que cette habitude-là devient normale. T'es pas dans ce truc-là où tu te dis je dois faire. Juste tu le fais, tu te poses pas plus de questions que ça. Et en fait, en plus de s'y habituer, je sais pas comment expliquer ça, mais quand tu entres dans ce truc-là de ça y est, j'ai une nouvelle habitude, ce qui va te frapper, ça va être l'absence de cette habitude. En fait, quand tu vas manquer cette habitude-là, ça va te sembler étrange. Tu vois, ça va te sembler bizarre et tu auras encore plus envie de continuer. Maintenant, la discipline, c'est cool, mais il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que si tu passes pas par les petites habitudes, ça va te tuer. Genre vraiment, ça va te tuer parce que la procrastination, ça s'accompagne de beaucoup de pensées, beaucoup d'émotions négatives. Tu vois, tu réfléchis beaucoup, t'es un peu dans, c'est pas des pensées très joyeuses. Et donc du coup, si tu te fais tout de suite violence en te disant ça y est, il faut que je me discipline, patati patata, ça peut vite devenir lourd pour toi à vivre et ça peut ne pas t'aider. Donc c'est pour ça qu'on doit instaurer des petites habitudes et surtout à des horaires précis. J'aimerais maintenant qu'on parle de la gestion du temps et du découpage des tâches. Parce qu'en fait, une grande partie de la procrastination vient de la mauvaise gestion du temps. Et ça rejoint un peu ce que je vous disais il y a 2 secondes. Un procrastinateur, il s'active uniquement sous pression. D'accord? Quand il va y avoir une deadline, il va décider de s'y mettre. T'as un truc à rendre, je sais pas moi, à vendredi 18h, tu vas te mettre dessus à 15h par exemple. Ça a été... C'est un résumé là de toutes mes études dans le supérieur. Je me suis toujours mise à la dernière minute. Et malheureusement, on devient un peu addict en fait à ce truc-là de travailler sous la pression, dans la panique et tout. Et souvent, tu te surprends, tu te dis mais en fait, c'est que quand je travaille dans la panique que j'arrive à avoir un bon résultat. Tu te dis j'arrive à avoir des bonnes notes, j'arrive à avoir ceci, cela. Même moi, mes épisodes de podcast, pour être très honnête avec vous, je les enregistre la veille au soir. Et c'est souvent quand j'enregistre la veille au soir que je me dis ah ouais, ça fait t'es forte finalement. Mais parce qu'en fait, on est stimulé par la panique, on est stimulé par la pression.
Et la chose dont on se rend pas vraiment compte, c'est qu'en fait, ça nous apporte beaucoup plus de stress qu'autre chose dans notre quotidien, parce qu'à force de repousser, je vous l'ai dit, tu te mets à énormément réfléchir, et donc du coup, tu accumules beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress. Et c'est pas parce que tu y attaques à la dernière minute que le résultat sera meilleur. Des fois, c'est bien mieux de s'organiser un peu mieux et de se préparer. La solution à ça, ça va être de découper les tâches. En fait, au lieu de tout prévoir, de prévoir de tout faire en une journée, par exemple, ou sur les dernières heures que tu as avant de rendre ton truc, va falloir essayer de se fixer des petites étapes. Par exemple, imaginons, tu as une sourate à réviser. Toi, dans ta tête, tu vas un peu surestimer le temps que tu as. Et je vous l'ai dit, le temps, c'est l'ennemi du procrastinateur. Tu vas dire, oh, c'est bon, j'ai le temps, je peux m'y mettre. Voilà, alors que comme je vous l'ai dit, l'horloge, elle tourne. Et à la fin, tu te dis, bah finalement, j'ai pas eu le temps. Ce qui est cool et ce que tu peux faire, du coup, bah, c'est de découper cette tâche-là. Par exemple, ta sourate, tu vas dire, ok, aujourd'hui, je vais réviser 5 versets. Et au début, tu vas te sentir bête. Tu vas dire, mais purée, je peux faire plus quand même là. Non, je te promets, ne fais pas plus. Reste à tes 5 premières lignes là, des versets que tu dois réviser, et demain tu en rajouteras 5. Et après-demain, tu en rajouteras 5, etc. C'est beaucoup plus... c'est 1000 fois mieux en fait de travailler sur des petits temps comme ça et des toutes petites tâches. Et à la fin, tu es beaucoup plus productif en fait. Pareil, imaginons tu as un devoir. Tu dis, bon bah aujourd'hui je fais l'intro du devoir, demain je fais la partie 1, après-demain je fais la partie 2. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est de se fixer des horaires précis pour que tes tâches, elles soient pas trop lourdes et que tu te retrouves pas à travailler tard le soir en étant fatigué, etc. Parce que ça, à la fin, ça réduit juste la productivité, pardon. Comme je vous l'ai dit, la procrastination, ça fatigue énormément le cerveau. Et en fait, on se pose mille et une questions. Et si j'échoue, je vais pas y arriver, c'est trop compliqué. Tout ça, là, ça crée du stress et ça peut mener à l'anxiété ou la dépression. Et vraiment, c'est réel. C'est réel. Il y a un lien entre les gens qui procrastinent et l'anxiété et la dépression. Donc, faut absolument, et écoutez-moi bien, et ça peut sembler contre-productif et contre-intuitif et tout ça là, mais il faut absolument prévoir des moments pour se vider la tête. Marcher, peindre, faire du dessin, faire du sport. C'est un rappel pour moi ça. Se mettre à écrire. En fait, avoir des petits exutoires comme ça dans ton quotidien qui vont te permettre d'évacuer toutes les pensées négatives que tu as stockées et justement de libérer de l'énergie pour pouvoir agir. Comment est-ce que tu veux agir si ton cerveau là il est embrouillé par mille et une questions, mille et une inquiétudes? Tu vas pas réussir en fait. Et c'est là où tu peux aussi te retrouver dans un stade où tu galères, où tu te sens bloqué et tout parce que tu as trop de choses en tête. Première étape, on vide notre tête et on fait un peu plus de place pour pouvoir agir. Parce que si tu fais pas ça, ce qui se passe c'est qu'en fait, dans le cerveau d'un procrastinateur, tu as une alerte permanente qui est activée. On se dit souvent, je remets à plus tard, j'ai pas de problème sur le moment, je ferai plus tard, sauf que ce que tu sais pas là, c'est que, on en avait parlé la semaine dernière, c'est que tu as ton cortex préfrontal droit qui s'active lors des situations stressantes. Vous avez dit, on a la partie droite et la partie gauche qui sont différentes. Le cortex préfrontal droit, il s'active, comme je vous l'ai dit, dans des situations stressantes parce qu'en fait, il est lié à l'émotion et il est lié à la survie. Tout ce qui va être fight, flight, même freeze mode, il est en lien avec ça en fait. De l'autre côté, le cortex préfrontal gauche, lui, il est vraiment inactif dans le cerveau d'un procrastinateur. Lui, son rôle, c'est de planifier, c'est d'être méthodique, d'être rationnel. Il est un peu plus calme. Et ce qui est important, c'est que pour pas tomber dans une sorte de paralysie, quand je te parle de paralysie, je parle de quoi? Je parle de ce truc-là où ton côté droit là, du cerveau, il est activé, et donc du coup, bah, tu tombes dans ce truc-là de ok, bah, je suis stressée, mais j'arrive pas à agir. T'es bloqué en fait, t'es dans ce truc-là, t'es limite dans une sorte de survival mode, survival response, et tu t'es en mode freeze, t'arrives pas à agir, à cause du stress justement. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est de rééquilibrer un petit peu les deux côtés, utiliser les deux côtés pour être un peu plus productif, et éviter de tomber dans la procrastination. Donc là, en résumé, tout ce qu'on cherche au final, c'est agir sur nos tâches sans être bloqué. Et là, depuis tard, je vous parle du cortex préfrontal gauche, je sais pas quoi, t'inquiète pas, je vais revenir dessus après. Comme je vous l'ai dit, tout ce qu'on cherche au final, c'est agir sur nos tâches sans être bloqué. Donc, la clé, d'abord, c'est de comprendre nos peurs, et donc du coup, tout ce qui est en lien avec notre passé.
créer de petites habitudes à des moments précis dans la semaine. Et quand je dis des moments précis, vous notez l'heure. Hein. Gérer son temps et découper les tâches, ça c'est vraiment l'outil le plus important pour les personnes qui n'arrivent pas à gérer leur temps. Et enfin, se donner des exutoires, des petites activités là pour pouvoir te libérer l'esprit, pour pouvoir extérioriser et laisser un peu plus de place dans ton cerveau. Et petit à petit, on va passer du mode survie à un mode où on va être en action, certes, mais un peu plus calme, un peu plus rationnel, un peu plus productif. La semaine dernière, je vous ai parlé à la fin du nerf vague. Et j'aimerais vous en parler parce que moi j'ai découvert ça en préparant cet épisode-là, parce que c'est quelque chose qui peut justement aider à sortir de ce sentiment-là là, de stress, d'anxiété, d'angoisse, de paralysie où on arrive absolument à rien faire. Le nerf vague, il joue un rôle dans la gestion du stress. Le nerf vague, il s'active pour pouvoir nous calmer. Et il permet de retrouver le calme après un épisode stressant. Quand on stresse, qu'est-ce qui se passe? Notre rythme respiratoire, là, cardiaque, il augmente. Le nerf vague, lui, du coup, il va baisser le rythme cardio-respiratoire. Pour pouvoir soutenir ce nerf vague et donc du coup sortir un peu de ce truc-là de purée, je stresse, je sais pas comment agir, je suis paralysée, etc. Bah en fait, il faut juste développer de nouvelles habitudes pour pouvoir calmer l'anxiété et donc du coup rééquilibrer, comme je l'ai dit, les deux parties du cerveau. Ce que tu peux faire quand tu te sens un peu en mode t'as des trucs à faire mais tu sais pas par quoi commencer, t'as la douche froide. La douche froide, ça stimule justement le nerf vague. On va avoir également la méditation. Alors quand je vous parle de méditation, vous le savez maintenant, moi c'est un podcast sur la spiritualité, sur l'islam. Donc en vrai, si tu veux méditer, médite, mais il y a le dhikr qui rentre en jeu, il y a la prière qui rentre en jeu, ça aide à apaiser justement l'esprit. Il va y avoir également la cohérence cardiaque, donc ça par exemple, c'est le fait de faire des vraies inspirations, parce que quand on est dans des moments stressants, alors vous allez dire ouais mais non mais quand on procrastine on n'est pas stressé, je vous ai dit là, ton cerveau il est en alerte. Tu t'en rends pas compte. Et donc du coup la cohérence cardiaque ça aide. Donc par exemple ça va être le fait alors il y a le fait de faire de profondes inspirations, de vraiment respirer avec son ventre. Et le fait de inspirer pendant 6 secondes, de bloquer sa respiration pendant 2 ou 3 secondes. Et d'expirer pendant 6 secondes. Et ça tu le fais autant de fois que tu veux jusqu'à ce que tu te sentes un peu plus apaisé. Une bonne hygiène de vie, forcément ça c'est important, et la religion. La religion ça aide à l'apaisement, ça calme un petit peu l'angoisse, il y a le dhikr qu'on peut faire, il y a les invocations également qu'on peut faire, la prière, toutes les positions qu'on va retrouver dans la prière d'ailleurs, c'est... Parce que nous on aime bien dire le yoga, la méditation, je sais pas quoi, mais je vous promets que des fois un soujoud où tu restes un petit peu plus longtemps que d'habitude, ça apporte pas mal d'apaisement. Maintenant, j'aimerais préciser que tout planifier, c'est un peu la clé la plus importante pour se débarrasser de la procrastination. Vous le savez, on planifie beaucoup dans notre tête. Quand on procrastine, on se dit ouais, je ferai ça à tel moment, et puis à tel moment, je me mettrai à faire ceci, cela, etc. Au final, on fait rien. Et c'est important aussi parce qu'en fait, finalement, on imagine beaucoup, mais on visualise rien, finalement. Rien n'est concret. Et on finit par tout repousser encore et encore. Alors que quand on planifie, là, tout est différent. Il y a le fait de planifier en écrivant, mais il y a aussi une petite liste de plein de trucs à planifier, vous allez voir, ça va être sympa, que je vais vous lister. Et en vrai, c'est une méthode qui a été partagée par Vic Nitti, qui est un psychologue, et qui avait donné une conférence TED sur le sujet de la procrastination. En fait, il disait que pour contrer cette voix dans notre tête, il appelle ça, enfin, moi je vous dis cette voix, mais lui il appelle ça... il utilisait quoi comme terme? Un singe. Il disait que c'était un singe. Pour contrer ce singe, on va dire ça on va dire ça comme ça, qui veut absolument rien faire, et qui veut juste rester en sécurité, le meilleur moyen, c'est la métacognition, qui est le fait de penser à sa façon de penser. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Tu vas analyser ta manière de réfléchir, d'agir, pourquoi tu stresses dans telle situation, pourquoi tu procrastines, patati patata. Et une fois que tu as fait tout ça, eh ben on va commencer par planifier tes objectifs. Ok, t'as telle chose à faire, mais c'est quoi l'objectif derrière? C'est quoi le but derrière? Imaginons que tu bosses sur ton mémoire, l'objectif c'est quoi? Bah ça va être de valider ton année. Donc le goal c'est juste de réussir ton année. Et quand tu te concentres sur ça, c'est un petit peu plus facile. Planifier ton temps. Quand on parlait tout à l'heure d'heures précises, d'habitudes précises, etc., c'est ça. On planifie notre temps en fait, à quel moment on compte faire ça. Planifier tes ressources ou tes besoins.
Il disait que souvent quand on procrastine, vous savez, on a ce truc-là un peu de perfectionnisme où on veut absolument faire en sorte que tout soit parfait, que notre bureau il soit parfait avant de s'y mettre, mais on peut souvent trouver des excuses du style ouais bon là j'ai plus de batterie donc je vais quitter, là j'ai pas mon chargeur donc je vais m'en aller. Prévois tout ce dont tu as besoin pour pouvoir rester collé à ta chaise et faire ce que tu dois faire. Il y a également le fait de planifier le process. En fait, il disait que c'est important d'imaginer le processus et non pas le résultat. Quand tu imagines le processus, c'est beaucoup plus simple pour toi de te lancer. Quand tu t'imagines en train de faire la chose, ça va être un peu plus simple. Nous, on imagine juste l'issue, favorable ou défavorable. Alors que là, non, il faut que tu te vois en train de faire la tâche en question. Planifier ses distractions également. Et les distractions, c'est dur dans la procrastination. Il suffit juste que tu qui est ton téléphone à côté et ça y est, tu vas scroller pendant des heures et puis tu vas laisser de côté ce que tu étais censé faire. Quand on parle de planifier ses distractions, d'un côté ça veut dire essayer quand même d'éteindre son téléphone, de ne pas avoir de distractions autour de toi, mais également de planifier ce que tu peux faire sur tes temps de pause pour pouvoir te reposer ton cerveau. Et enfin, ce qui m'a frappé les amis, il a dit planifie ton échec. Parce que l'échec c'est une réalité. Donc pourquoi absolument vouloir éviter l'échec alors que c'est quelque chose qui est réel en fait. Et justement, c'est ce qui va te faire réussir. Mais dans ta notion de succès, faut pas chercher la perfection. Faut juste faire ta tâche parce qu'elle est nécessaire et que tu dois la faire. Donc tu fournis les efforts nécessaires, mais rappelez-vous que le résultat ne vous appartient pas. Et que du coup, certes, tu peux fail, et si tu fail, tellement tu peux réfléchir à plein de trucs et réfléchir à un plan B, réfléchir à un plan C. Qu'est-ce qui se passe si tu ne réussis pas? Quelle direction tu vas prendre si tu ne réussis pas? Ça, c'est un truc qui peut aider à se rassurer. Je vous parlais là de fournir les efforts nécessaires. Rappelez-vous également que le résultat, en vrai de vrai, il t'appartient pas. C'est toujours Allah qui l'accorde. Et c'est là où on doit justement faire un maximum de doigts pour qu'Allah nous accorde le succès dans nos projets, dans ce qu'on veut entreprendre. Et puis dernier point, essaye d'utiliser un système de récompense pour te motiver, comme un enfant. En fait, à chaque petit pas, à chaque chose que tu fais, chaque tâche que tu fais, essaie de te récompenser par un truc que t'aimes bien. Je sais pas moi, un film ou le fait de t'acheter à manger ou je sais pas quoi. En vrai, essayez pas de trouver un truc où vous allez vous mettre à jeter tout votre argent et tout, mais d'avoir un petit système de récompense parce qu'en fait, ton cerveau, il va en vouloir plus. Finalement, on est comme des gosses. Hein. Ton cerveau, il va se dire, bon, bah finalement, ça vaut le coup de bosser, vu la récompense là que tu t'es offert. Donc, ça aide énormément en vrai. Et bien évidemment, je vous ai pas parlé de l'entourage, mais essayez d'avoir un entourage de bosseurs, un entourage de gens qui ne remettent pas au lendemain. Ça va t'aider justement à être un petit peu plus motivé. Et quand tu te retrouves avec un cercle de personnes qui vont entreprendre, qui vont faire, qui vont pas repousser, au final tu vas dire bah finalement je crois que j'ai envie d'être un petit peu comme eux. Donc quand tu as du soutien comme ça autour de toi, ça aide beaucoup. Donc voilà, n'oubliez juste pas que la procrastination c'est un petit système d'évitement et qu'il n'y a rien de pire que passer sa vie à éviter plein de choses parce qu'à la fin c'est juste de l'anxiété que t'emmagasines dans ton cerveau et la meilleure des choses pour se débarrasser de la procrastination et la meilleure des choses pour se débarrasser de l'anxiété c'est juste de faire. Encore une fois, sans penser aux résultats. Et le meilleur exemple, c'est les gens là qui ne procrastinent pas. Et ils procrastinent pas pourquoi? Parce qu'ils réfléchissent pas aux résultats. Ils sont juste concentrés sur le fait qu'ils doivent faire cette tâche-là parce qu'ils doivent la faire, qu'il y a un besoin, que c'est nécessaire, sinon il y aura des conséquences. Donc voilà, je crois que je suis arrivée à la fin de cet épisode. Je voulais pas vous faire un épisode en mode hyper pratique, style alors tu prends un calepin, ton cahier, tu fais ta to-do list et puis tu essaies d'acheter chez Action un petit truc là pour planifier tes journées, genre un planner et tout. Voilà, moi je suis passée par là. Je suis passée par le fait d'acheter des plannings, des planners, des agendas, je sais pas quoi. Ça marche pas. Ça marche pas, faut juste reprogrammer son cerveau de la bonne manière. Et j'en ai pas trop parlé, mais n'oubliez pas que le pire ennemi d'un procrastinateur, c'est le temps. Bon, il y a son cerveau, mais il y a le temps aussi. Et le temps, c'est l'une des ruses de Shaitan. Et quand tu peux rencontrer de la procrastination justement dans les actes d'adoration obligatoires, c'est que Shaitan, là, il se régale. Donc c'est important justement de demander à Allah qui nous facilite et lui demander la baraka dans notre temps. Ça en fait partie. Dans tous les cas, qu'Allah nous protège et qui nous libère de la procrastination. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager, n'hésite pas à me laisser les 5 étoiles et un commentaire. Tu peux me rejoindre sur les réseaux, c'est safia.podcast sur TikTok et Instagram. Et on se dit à très vite pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum.